Revêtu de l'uniforme de rigueur dans les centres nucléaires, le général de Gaulle a commencé son 20e voyage en France par Pierre-Latte et Cadarache, qui seront demain les deux pièces maîtresses de l'industrie atomique française. Il a voulu également, au cours de ce voyage, aller s'incliner sur ce plateau du Vercors que la résistance des maquisards en 1944 fit entrer dans l'histoire au prix de 750 martyrs. Par Orange, Avignon, Carpentras, pendant les 4 jours de ce voyage, nombreux étaient les Français qui avaient tenu à saluer à son passage le président de la République. Dans chacune de ces allocutions, le chef de l'État a développé surtout les raisons qui poussent la France à jouer son rôle personnel au milieu des nations et entre les deux colosses qui détiennent la force. Les Français, a-t-il dit, ont le droit de penser être les meilleurs juges de ce qu'ils ont à faire et qu'ils n'ont à laisser à personne le droit d'agir ou de parler pour eux. 1500 ans d'histoire nous ont appris qu'être la France, cela ne va pas sans difficultés, sans risques et sans frais, mais autant que jamais, nous tenons à l'indépendance. Ouvert voici bientôt 1 an par Jean XXIII, le Concile Œcuménique Vatican II a repris ses travaux après 9 mois d'interruption. 9 mois au cours desquels le cardinal Montigny est devenu le pape Paul VI. Autour du nouveau souverain pontife, voici de nouveau réunie l'immense assemblée de l'Église. En ouvrant solennellement cette 2e session, Paul VI en a défini l'objet. Veiller au renouveau de l'Église, ouvrir le dialogue avec les églises séparées, jeter un pont vers le monde d'aujourd'hui. Chaque époque a ses héros, la nôtre a Gagarine. Le premier homme qui ait jamais tourné dans l'espace autour de la Terre est venu passer quelques jours à Paris, où la population lui a réservé un accueil enthousiaste. Il y a eu d'autres cosmonautes, mais Gagarine fut le premier, et son nom reste attaché au début de l'ère cosmique. C'est à ce titre qu'il devait être la vedette au palais de l'UNESCO du 24e Congrès international d'astronautique, le 24e déjà, où 1000 spécialistes ont évoqué les nouvelles étapes de la conquête de l'espace. Et Youri Gagarin ajoutera à ses nombreux trophées le prix Galabert d'astronautique pour son vol orbital d'avril 61. Il n'y a pas 3 ans. Sans aucun doute, il se porte bien, très bien même. Témoin celui-ci qui chante avec le même succès depuis quelques 30 ans. Vous l'avez reconnu, c'est bien Tino Rossi, celui-là même, un peu plus mince sans doute, qui chantait Qatari. C'était l'époque du célèbre film Naples au baiser de feu, où Tino Rossi tenait déjà sous son charme tout un public féminin. Un public où se retrouvaient toutes les classes et toutes les générations, et dont l'admiration émue devait l'accompagner pendant un quart de siècle. Quelle femme depuis cette époque n'a pas frémi lorsque s'élevait la vocalise célèbre? Aujourd'hui, dans sa villa d'Ajaccio, Tino Rossi, entre son épouse et son fils, peut dire qu'il est au monde le chanteur dont le plus grand nombre de disques a reproduit la voix, et qu'il est resté pour le public une idole dont le prestige est demeuré intact. C'est la raison pour laquelle les visites sont nombreuses à la villa Le Scudo, où se rencontrent aussi bien des compositeurs de Paris que les guitaristes de l'île de Beauté. Et l'on sait que la guitare a joué un certain rôle dans la vie de Tino Rossi. 28 ans après Marinella, Tino Rossi se retrouve sur les planches à l'heure du twist, mais ce sera un twist de charme.
venant inaugurer la 3e Biennale de Paris, M. André Malraux, ministre des Affaires culturelles, avait rendez-vous avec ce que l'on pourrait nommer la nouvelle vague de l'art. Un art qui surprend sans doute, mais qu'il convient aussi de considérer d'un œil neuf. Plus de 1000 exposants de moins de 35 ans représentant 58 pays nous entraînent ainsi de réalité nouvelle en réalité nouvelle. Du métro dévoreur d'hommes au soufflet qui permet d'apprécier dans les conditions optima l'œuvre qui l'anime. Un regard sur l'anti-machine, la machine parfaitement inutile, et il ne sera plus possible de nier l'existence d'un art nouveau aux formes multiples, suscité par le rythme de plus en plus rapide de notre époque. Rêvons. Rêvons aussi, messieurs, d'élégance fonctionnelle. Pour les sportifs, en effet, l'élégance doit être adaptée et pratique, et ce costume à gilet sans manches fera le bonheur des automobilistes. Une mode créée par des sportifs pour des sportifs, tel est le mot d'ordre lancé par l'association de propagande du vêtement masculin devant un aréopage d'as du volant et du ballon rond. Louis Finot, ancien international de football, a même joué les mannequins, 4 boutons et petits revers pour la ville. Bruno Bollini, un autre international, a fait ses premiers pas sur le podium en présentant sa veste à poche verticale. Quant à Marcel, qui fut capitaine de l'équipe de France, il a préféré la veste classique mais comportant des coudes renforcés de daim. Mais on s'intéressera tout spécialement au par-dessus cap, conçu sans manches pour laisser à l'automobiliste toute l'aisance du geste, avec un souvenir ému du temps des fiacres. Une fois de plus, l'équipe de France de football, maillot foncé culotte blanche, a manqué sa rentrée internationale. Il est vrai qu'elle rencontrait à Sofia, en match aller des quarts de finale de la Coupe d'Europe des Nations, sa bête noire, la Bulgarie. Depuis des années, les Bulgares se dressent toujours avec succès sur le chemin des Français. La tradition est encore respectée malgré les prouesses du gardien de but Bernard et les exploits techniques du capitaine Yvon Douis. Des balles qui auraient pu faire mouche, l'équipe de France en a eu quelques-unes. Comme celle-ci par exemple. Mais quand le destin n'apporte pas son petit coup de pouce à une équipe, rien à faire pour gagner. Et les Bulgares ont encore battu la France par 1-0, c'est la coutume, mais la revanche à Paris c'est aussi une coutume, alors les Français sont quand même optimistes. C'est une amie que Paris vient d'accueillir en la personne de la grande-duchesse Charlotte de Luxembourg. Son premier geste fut de se recueillir en compagnie du général de Gaulle sur le tombeau du soldat inconnu. Bien des liens historiques unissent les deux pays. Dans l'édification de l'Europe, le Luxembourg, qui abrita la première communauté européenne, celle du charbon et de l'acier, a joué un rôle éminemment actif. Votre invitation, a pu dire la grande-duchesse au chef de l'État, est un grand geste qui reconnaît au Luxembourg sa place en Europe. Pékin vient de célébrer le 14e anniversaire de la République populaire chinoise. Pour la 4e fois, la grande parade d'octobre ne comportait pas d'autres évocations militaires que les mitraillettes des miliciennes et les bazookas des miliciens. Dans la tribune officielle, où avaient pris place Mao Tse-tung, Chou En-lai et les leaders chinois, on notait l'absence des Russes. C'est au milieu d'une débauche de fleurs et de banderoles qu'un demi-million de personnes ont ainsi défilé devant la porte de la paix céleste. Au Sud-Vietnam, sur lequel se sont concentrés depuis quelque temps les feux de l'actualité internationale, les électeurs ont voté pour désigner les 123 nouveaux députés de l'Assemblée nationale. À Saigon, où l'on évaluait la participation électorale à 85%, le président Diem est allé aux urnes confiant. La nouvelle assemblée comptera du reste dans ses rangs sa jolie et terrible belle-sœur Madame New, qui effectue une tournée de propagande en faveur du régime Diem, et que, à Paris,
les tomates et les pots de peinture de quelques manifestants ont laissé de glace. Madame New, d'ailleurs, n'est pas femme à... Je suis la cible favorite de cette campagne, car j'ai décidé de ne pas me laisser intimider, mais au contraire de la dénoncer. Je n'ai jamais dit non plus que les jeunes officiers américains au Vietnam sont des soldats de fortune, aventuriers et saboteurs. Me juger sur je ne sais quel rapport serait injuste, cruel, incompréhensible, choquant et extrêmement offensant. Surtout quand toutes mes conférences de presse sont enregistrées, vous le voyez. L'Indonésie, pour tous, c'est Bali, Bornéo, Sumatra, Java, et leurs images aimables et pittoresques. Comme toujours, la réalité est différente. L'Indonésie, c'est 100 millions d'habitants qui essayent de vivre plus ou moins bien sur 1300 îles dont la surface égale 4 fois la France. C'est le pays de la mousson, c'est-à-dire 6 mois d'inondations qui ravagent les rizières et 6 mois de sécheresse où plus rien ne pousse. Pour vivre mieux, l'Indonésie de la vie sans souci et des bains sans façon a grand besoin d'accroître son potentiel industriel et agricole. Ainsi est né le projet du barrage de Jatilur, qui sera le plus grand du monde, et pour lequel le gouvernement indonésien a fait appel à des techniciens français. Équipé de turbines produisant 700 millions de kWh par an, il sera en même temps un grand barrage de retenue d'une capacité de 3 milliards de mètres cubes qui serviront à l'irrigation. On attend de ces travaux, qui occupent 7000 ouvriers indonésiens sous la conduite d'ingénieurs français, une récolte de riz supplémentaire par an. Aux images d'une Indonésie conventionnelle se substitue aujourd'hui celle de l'Indonésie des réalités de demain. Un siècle a passé depuis qu'un Belge de Paris, Étienne Lenoir, créa la première voiture dont le moteur dûment breveté utilisait un mélange détonnant à base de vapeur de pétrole. L'allumage était provoqué par une étincelle électrique éclatante entre 2 fils de platine. Et ça marchait. Alphonse Beau de Rochas perfectionna l'invention. Il eut l'idée de comprimer le mélange détonnant avant de l'enflammer, édifiant ainsi la théorie du moteur à 4 temps. Mais il fallut attendre 26 ans pour que les Allemands Daimler et Maybach utilisent ces théories pour créer le moteur à 4 temps. Et ce furent 2 firmes françaises qui achetèrent à Daimler le brevet de son moteur. Et c'est ainsi que d'une part, messieurs Panhard et Levasseur mirent au point dans leurs usines d'Ivry à Paris la première automobile à moteur à 4 temps, tandis que, d'autre part, on en faisait autant chez Peugeot. C'était en 1891. Les voitures électriques ou les voitures à vapeur représentées par les 2 Dion-Bouton et les Serpollet étaient condamnées. On le vit bien lors des grandes compétitions sur route que s'adjugèrent très vite les voitures à pétrole. En 1900, la France, berceau de cette industrie, comptait déjà 2997 véhicules en circulation. En 1901, 5386. En 1913, 108 000. Temps lointain dont les images nous arrachent un sourire d'attendrissement avec leurs pots de bic, leurs cache-poussières et leurs voilettes. Le premier code de la route, il convient de le signaler, naquit en 1899. Il portait la signature du président Émile Loubet. Cette ambiance d'une époque révolue, le tout Paris a pu s'y plonger à l'occasion du 50e salon de l'auto, car c'est à la fois aux fans de l'automobile d'aujourd'hui et d'hier que s'est ouvert sur les Champs-Élysées le pub Renault. 4000 personnes y ont fait un pèlerinage aux temps héroïques, en compagnie de M. Dreyfus, président-directeur général de la Régie, d'Yves Montand, de Ray Sugar Robinson et de Maurice Chevalier. Mais au 50e salon, 100 ans après l'invention de Lenoir, ce ne sont pas les souvenirs du passé qui est venu chercher la foule innombrable des conducteurs et candidats conducteurs d'aujourd'hui. Une vision des voitures de demain, peut-être aux formes vertigineuses. Un aperçu sur le nouveau moteur rotatif, version révolutionnaire de notre 4 temps éprouvé. Avant tout, c'est aux voitures de grande série que la foule a porté son attention. Faire chez Peugeot, par exemple, la connaissance du nouveau vilebrequin à 5 paliers qui équipe la 404. Jauger encore une fois la dernière née des usines de Sochaux et vérifier la plus grande habitabilité des places arrière.
Ou encore apprécier le confort de la berline, équipée du nouveau moteur diesel 1948 cm3. On ne négligera pas de jeter un regard attentif aux pneumatiques, élément important de la sécurité dont les derniers nés se prévalent de leur longue durée. On appréciera qu'après la R8, Renault équipe aujourd'hui la Dauphine de freins à disque et de boîte automatique. On surveillera le détail car on est devenu difficile depuis le noir. Pour ces dizaines de milliers de Parisiens, Longchamp avec le prix de l'Arc de Triomphe, c'est le rendez-vous de la fortune. Pour des millions d'autres Français installés devant leur poste de radio ou de télévision, c'est l'énorme suspense au bout duquel vont pleuvoir à gogo les millions de la loterie nationale. Bref, les 15 chevaux du Grand Prix ont entamé à toute bride le galop de l'espoir. Un seul d'entre eux a droit au triomphe, un triomphe doré sur tranche, près de 1,63 million pour le gagnant que voici et qui se dégage dès le début de la dernière ligne droite. Exbury fonce, il fonce vers la gloire et vers la fortune. Exbury est bien décidément le meilleur cheval européen de la saison. Un pan de montagne qui se détache, qui s'écroule dans le lac artificiel créé par le barrage de Vaillant, et c'est le drame le plus monstrueux de l'année. L'eau du lac passe par-dessus le barrage, des millions de mètres cubes d'eau dans une vague gigantesque se déversent à travers la plaine, détruisant la petite ville de Longuegaronne et effaçant de la carte 8 autres villages. Seul le clocher de Pirago émerge de la destruction générale. Hommes, femmes, enfants ont été surpris dans leur sommeil par le cataclysme. Il faut déblayer, mais les efforts des équipes de secours et des 2000 soldats envoyés sur les lieux semblent dérisoires en face d'une telle dévastation. Que reste-t-il des villages d'hier? Rien. Il semble qu'à part quelques ruines, tout soit englouti. Peu de blessés et peu de survivants. 4000 morts, dont la moitié à peine ont été retrouvés. Et des pauvres gens tout à coup sans famille et sans foyer. C'est Longuegaronne, un nom qui ne désigne plus rien qu'un drame. En Kabylie, l'épreuve de force n'a pas eu lieu. On avait pu la craindre quand l'ordre avait été donné à l'armée nationale populaire de faire mouvement vers les centres tenus par les rebelles. Mais l'affrontement, lorsqu'il s'est produit, est toujours resté pacifique. Dissidents d'un côté, troupes régulières de l'autre. En définitive, les premiers cédèrent la place aux seconds après quelques palabres qui n'exclurent pas par endroits certaines formes de fraternisation provisoire. À Michelet, les deux leaders donnèrent l'exemple. Haït Ahmed et le colonel Mohan Ouel Hadj optèrent pour le départ sans effusion de sang avant l'arrivée des chars et des soldats de l'ANP. Michelet, comme toutes les villes de Kabylie, fut ainsi occupée sans coup férir. Quant aux rebelles, ils ont pris avec leur chef le chemin du maquis. Pour nous, a pu dire Ben Bella, l'affaire Kabyle est réglée. Mais il reste les irréductibles de la montagne. C'est dans le Jura que se sont déroulées cette année les grandes manœuvres d'automne de l'armée française. Manœuvre dont le déroulement, suivi par le ministre des Armées, M. Mesmer, visait à expérimenter les armes actuelles dans l'opposition d'un parti rouge et d'un parti bleu, épaulé cette fois par la défense opérationnelle du territoire. Le général de Gaulle, venu assister aux phases finales, a vu ainsi pousser à l'horizon les champignons fictifs qui précédaient la contre-offensive des chars AMX, capables d'évoluer en milieu partiellement radioactif. Ces manœuvres inhabituelles se sont achevées de la manière la plus classique. À Besançon, le chef de l'État a présidé le défilé auquel prenaient part hélicoptères, avions de transport, chasseurs à réaction, ainsi que plusieurs centaines de blindés qui suivaient les troupes à pied.
Édith Piaf est morte. Notre reporter l'avait surprise il y a peu de temps, à l'un de ces moments où, renaissante après une crise de la maladie qui vient cette fois de l'emporter et qui la terrassa plusieurs fois déjà, elle faisait de nouveaux projets et souriait une nouvelle fois à la vie. Je vais bientôt rechanter, dans 3 semaines, puisque chanter c'est ma vie, je ne peux pas m'empêcher de chanter. Et je rechanterai très vite pour vous. J'ai payé de tant de larmes pour toujours le devoir d'aimer. Pour toujours le devoir d'aimer. La maladie a été la plus forte et tous les grands noms de la chanson française, d'Yves Montand à Tino Rossi et à Gilbert Bécaud, sont venus apporter leur hommage à cette voix inoubliable qui restera comme un écho de notre époque. Et c'est pourquoi la foule de Paris, pendant des heures, a défilé devant son cercueil comme devant une amie très bonne et très aimée. Quelques heures après, dans son village de Milly-la-Forêt, s'éteignait, touché au cœur peut-être par la mort d'Édith Piaf, celui qui fut l'enfant terrible de la littérature d'une époque et l'esprit le plus brillant d'une génération, Jean Cocteau. Celui à qui, à 22 ans, Diaghilev avait dit « Étonne-moi » et qui, pendant 50 ans, étonna le monde. Poème ou dessin, théâtre ou cinéma, il toucha à tout de génie, passant de l'illustration de ses livres à la décoration d'une chapelle, passant des mariés de la Tour Eiffel aux enfants terribles et de l'éternel retour au sang d'un poète. À l'avant-garde des lettres, il n'en fut pas moins l'élu de la tradition lorsqu'il entra à l'Académie française. Il n'aura porté que 8 ans l'habit vert, mais il possédait déjà son immortalité. Le tout Paris des arts et des lettres, le cinéma avec René Clair, la scène avec Brialy et Jean Marais sont venus saluer la silhouette frêle, usée par la maladie, qui avait animé l'esprit le plus étincelant. Il reste son œuvre, et c'est une partie de cette œuvre aux 1000 facettes qui survivra tout près de sa maison, à Saint-Blaise-des-Simples, dans cette chapelle où, à l'ombre des formes qu'il a créées, reposera le poète Jean Cocteau. Commencée voici quelques semaines, l'offensive contre la hausse des prix est aujourd'hui engagée sur tous les fronts. Dans 100 000 points de vente, on peut suivre le jeu des baisses consenties par les organisations professionnelles ou organisées grâce à l'effort des magasins pilotes. Si le secteur de la viande demeure le point névralgique de la campagne, il semble que sur les autres produits, la décision penche du bon côté. Pour le savoir, notre reporter a interrogé au hasard quelques-uns de ces gens qui sont, comme la plupart d'entre nous, du côté du panier de la ménagère. Faire votre marché, qu'est-ce que vous pensez de cette opération stabilité des prix, 100 000 points de vente? Eh bien, monsieur, j'ai constaté que sur certains articles, dans certains magasins, il y a certainement eu un effort de baisse. Je trouve que ici, c'est encore, ils ont gardé leur prix. Mais les bouchers, par exemple, ça c'est affreux. Bien, je pense que c'est très bien, je pense que ça va continuer. On s'aperçoit quand même qu'il y a un tantinet de baisse quand même, pas tout à fait très sensible, mais enfin, je pense que le gouvernement a raison d'appliquer ces méthodes. Mais et quelle stabilité des prix? Jusqu'à présent, je ne me suis pas encore vraiment rendu compte. Si il faut faire une économie sur un marché de 5 ou 10 francs, pour moi, c'est encore rien. C'est très bien, monsieur, je trouve ça très bien. Ça diminue un peu le budget, vous savez. Pour la question des gens qui sont une paye assez difficile, je trouve que c'est très bien. Oui, et vous avez constaté une baisse intéressante sur certains produits? Mais oui, monsieur, parfaitement. Du reste, j'en sors encore à l'instant. Eh bien, mettons sur les pâtes, sur l'huile. La semaine dernière, c'était le chocolat. Cette semaine, ce sont les gâteaux. Puis enfin, il y a la salade. Tout ça, ça suit bien. Moi, je trouve qu'il faut faire un effort de ce côté-là, continuer l'effort. Actuellement, vous voyez quand même une stabilité dans les prix, les pâtes Oui, alimentaires, je crois qu'elle est forcée. Mais insister sur le beefsteak. La campagne de stabilisation encore à son début doit créer un équilibre stable entre le panier et le porte-monnaie. Les Parisiens attendaient un miracle de Ray Sugar Robinson, culotte blanche, le plus grand boxeur de l'après-guerre. Ils avaient oublié que Ray Sugar a 43 ans, Robinson a beau cacher son âge par coquetterie, il ne peut plus faire illusion sur un ring. Il a pourtant toujours grande allure, il est très bel athlète, mais cela ne suffit pas pour vaincre sans discussion un adversaire.
Au reste, Vanucci qui lui est opposé fait mieux que de se défendre et pourtant Vanucci n'est pas un Superman. Qu'à un cas, le combat va jusqu'à la limite sans donner cependant le grand frisson aux spectateurs. Finalement, victoire au point pour Robinson, une victoire un peu tirée par les cheveux qui n'a convaincu personne. Les leaders du championnat de France de football, les Toulousains, maillot foncé culotte blanche, peuvent dire aujourd'hui qu'ils reviennent de loin après leur match du Parc des Princes contre le Racing Club de Paris. Le match nul qu'ils ont obtenu est extrêmement flatteur pour eux. Première mi-temps assez équilibrée malgré quelques occasions de but pour le Racing, comme celle-ci gâchée par Magny. Deuxième mi-temps, les Parisiens prennent l'avantage 1-0. Et puis plus rien, le Racing se recroqueville un peu trop, Toulouse, bien timidement cependant, en profite pour relancer ses attaques. Les 30 000 spectateurs croient à la victoire du Racing lorsqu'à 2 minutes de la fin du match se produit un coup de théâtre, pénalty pour Toulouse d'ailleurs très justifié. Bocchi le tire, à côté, le goal parisien a plongé trop tôt, dit l'arbitre, il faut tirer une nouvelle fois le pénalty, mais personne n'est d'accord avec lui. Toulouse profite de l'occasion, match nul, un match nul tiré par les cheveux et qui provoque une belle tempête dans les tribunes. Le général de Gaulle sera dans l'histoire le premier chef d'État français à avoir rendu visite à l'Iran. Le Shah et l'impératrice Faradiba ont accueilli le président et l'ont conduit au palais du Golestan, dans la salle des Diamants, où avait lieu un dîner d'apparat. À l'issue de ce dîner, le général de Gaulle devait déclarer « À nos deux peuples libres, la liberté paraît d'autant plus précieuse qu'elle se trouve actuellement menacée. Il y a là un lien puissant et permanent. » Entre les entretiens politiques, tourisme et curiosité trouvèrent leur place. C'est ainsi que derrière d'énormes portes d'acier, le souverain fit découvrir à ses hôtes le trésor féerique des 1001 nuits. Du trône des pans aux couronnes impériales. Et à ce globe terrestre où chaque capitale est un diamant. Puis ce fut Persépolis, la métropole construite par Darius et détruite par Alexandre, dont les ruines monumentales étonnent toujours. Et Ispahan, la ville des roses. Et là, comme à Shiraz, devant l'enthousiasme des foules, le général de Gaulle a pu mesurer la portée du voyage qui marquait, après une absence de plusieurs années, le retour de la France dans le Moyen-Orient. Diverses manifestations ont salué le départ du chancelier Adenauer. À Hanovre, d'abord, ce fut la revue de cette Bundeswehr créée par Adenauer en 1954. Puis, à Bonn, le Parlement a pris congé de celui qui porta pendant 14 ans le destin de l'Allemagne et qui lui restitua sa place dans le cercle des grandes nations. Erhard lui succède. Erhard qui fut son ministre de l'économie et qui fit d'une Allemagne ruinée une Allemagne en pleine prospérité. Le chef du gouvernement anglais, M. Macmillan, a quitté le pouvoir qu'il détenait depuis 1957. Sur son conseil, la reine Elisabeth a choisi pour lui succéder à Downing Street le ministre des Affaires étrangères, Lord Hume, qui devra renoncer à son titre pour entrer à la Chambre des communes. Premier ministre et chef du Parti conservateur, Sir Alexander Douglas Hume se trouve devant des problèmes difficiles. Au milieu des sables, rien ne marque la frontière aux confins algéro-marocains. Mais pour cette ligne sans vrai dessein, Algériens et Marocains s'affrontent. Deux postes perdus dans le désert, Asibeida et Tinjoub, ont été l'enjeu d'une lutte sévère, occupée tour à tour par les deux adversaires. Finalement, les forces marocaines ont repris ces deux positions avec leurs points d'eau et leurs palmeraies. La rencontre avait fait une dizaine de morts et des blessés. À Marrakech, M. Mohamed Yazid, venu au nom du président Ben Bella s'entretenir avec le roi du Maroc de ce douloureux problème, reprenait, sans être arrivé à un accord, le chemin d'Alger. D'Alger, où, devant une foule survoltée réunie sur le forum, le président Ben Bella appelait aux armes le peuple algérien et décrétait la mobilisation de tous les anciens djounoud. Pendant ce temps, à Marrakech, le roi Hassan II recevait la visite du négus Haïlé Sélassié.
Au cours de cette visite prévue depuis longtemps mais dont les circonstances allaient changer le sens, le Négus allait en effet chercher à faire avancer le dialogue algéro-marocain vers une solution de paix. Partout en Algérie, la mobilisation s'opérait. Les anciens Djounoud, répondant à l'appel de Ben Bella, reprenaient du service. Et sur la route de Colombéchard, centre de rassemblement des forces algériennes, les renforts commençaient à monter vers cette frontière imprécise qui n'est peut-être qu'un prétexte pour lequel s'affrontent deux idées politiques et deux façons de concevoir l'avenir du Maghreb. Les besoins domestiques, comme ceux de l'industrie, imposent à la production électrique de doubler tous les 10 ans. En effet, la France consommait en 1952 41 milliards de kilowattheures. Elle en a consommé 83 en 1962. Et c'est une véritable course contre la montre que traduit la carte de France de l'équipement. En 10 ans, barrages et centrales thermiques ont dû constamment précéder une demande sans cesse grandissante. Le survol de la seule vallée du Drac, dans les Alpes, est à ce titre éloquent. Depuis 1930, où fut édifié le barrage du Sautet, cette vallée n'a cessé de se hérisser d'ouvrages nouveaux. Aux installations de Cordéac ont succédé celles d'un troisième barrage, celui de Saint-Pierre-Cognet. Enfin, un quatrième est entré en service, le plus important, Monténard. La retenue de 240 millions de mètres cubes autorisera une production totale de 430 millions de kilowattheures lorsque deux nouveaux groupes seront ajoutés aux deux groupes déjà en service. La centrale thermique de Vert, dans la région parisienne, illustre un autre aspect de cette progression qui exige des usines de plus en plus puissantes. Vert, du reste, détient un record européen avec un groupe de 250 000 kW à une seule ligne d'arbre. 41 milliards de kilowattheures en 1952, 83 en 1962, et l'électricité de France se prépare à en produire 170 milliards en 1972. C'est seulement maintenant que l'on peut se faire une idée de la violence de cet ouragan auquel les météorologistes donnèrent le nom de Flora. De Cuba nous parviennent les images dramatiques de ces journées qui virent disparaître des milliers d'habitations, anéantir des milliers d'hectares de plantations et provoquer plus de 1000 morts. Pendant 5 jours, le vent et la pluie se sont acharnés sur l'île. L'eau inexorablement s'est répandue sur les terres basses, s'étalant, comme dans la province d'Oriente, sur un front de 40 à 80 km. Fidel Castro s'est mis à la tête des secours, organisant lui-même les convois de sauvetage. C'est d'ailleurs au cours d'une de ses missions que son véhicule amphibie faillit sombrer en traversant le cours tumultueux de la rivière Lariora. Partout, le même spectacle tragique. Camions jetés par le flot hors de la route et sur lesquels se sont réfugiés des groupes surpris par l'inondation. Plantations, hier florissantes, aujourd'hui couvertes par un flot boueux. Les hélicoptères ont été lancés à la recherche des rescapés, repérant les groupes en détresse et secourant les isolés. Car sur cet immense désert liquide, des hommes vivent encore aux prises avec la faim, la soif et la peur. Cuba offre le spectacle d'un immense désastre. Cultures submergées, troupeaux foudroyés dans leur fuite, maisons effondrées, communications coupées. 1000 morts et 100 000 sans-abri. Et il faut leur ajouter les victimes d'Haïti, de la Martinique, de la Jamaïque, celles de toutes ces Antilles ravagées par l'ouragan Flora. Des milliers de morts et des milliers de pauvres gens jetés soudain au cœur du malheur. Des visages creusés par une aventure inhumaine et à qui il ne reste plus, vraiment plus, que leurs yeux pour pleurer. Hassi Beïda reste le point névralgique du conflit algéro-marocain. Le point d'eau et la minuscule Palmeraie sont occupés par l'armée royale marocaine qui, sous le commandement du général Driss, affirme avoir nettoyé la région des éléments algériens. Les Marocains ont fait prisonnier 4 officiers égyptiens. Intervention égyptienne, dit Rabat, simple mission d'assistance technique, répond Alger. Mais à la suite de tels incidents, le ton a monté au Maroc. Dans les rues de la Médina de Marrakech,
une foule a manifesté contre Ben Bella à l'heure où le roi Hassan déclarait « Le Maroc n'est pas l'agresseur, il est certain de son bon droit ». Ces paroles ont naturellement trouvé un écho dans la population qui a fait de Marrakech à Mogador un triomphe à son souverain. En écho et dans tous les villages berbères, de nombreux supplétifs s'arment pour combattre. Des formations de Tabor vont aller appuyer l'armée royale en action aux frontières du désert. Pendant ce temps, le Négus Haïlé Sélassié continuait auprès de Ben Bella ses efforts de médiation, efforts qui allaient aboutir à l'ouverture d'une conférence à Bamako. Cependant, Alger envoyait de nouveaux renforts vers la ligne des combats, armement accéléré de nouvelles unités, convois d'armes dirigés d'urgence sur les pistes du sud, c'était la guerre qui continuait. Car là-bas, dans les sables, la canonnade résonnait toujours. Canonnade qui, bientôt, on l'espère, s'arrêtera sur une décision venue de Bamako. Concorde, le long courrier supersonique franco-britannique n'est plus un rêve. On peut dès aujourd'hui effectuer un vol immobile à bord de cet avion révolutionnaire grâce aux éléments d'une maquette grandeur nature. Par ailleurs, les problèmes particuliers que posait le vol à Mach 2 d'un tel appareil ont été étudiés. Dans les souffleries françaises comme dans les souffleries britanniques, la première maquette de travail a maintes fois passé le mur du son. Elle a vogué à la vitesse de croisière, plus de 2 fois la vitesse du son, qui sera celle des passagers de demain, à 17 000 mètres d'altitude, sous la poussée des 4 turboréacteurs. À Colombéchard, emportée par un missile D6, elle a été soumise aux conditions réelles d'échauffement des vols supersoniques. Tous les renseignements concernant les températures ont été communiqués par télémesure. En connaissance de cause, on a pu ainsi éprouver la résistance du métal, un aluminium spécial, en soumettant un élément d'aile aux effets puissants de radiateurs à infrarouge. Rendez-vous avec les 100 premiers passagers en 1968 pour le vol inaugural Paris-New York en 3 heures. Au cercle interallié, Catherine Langeais, le docteur Vachet, Roméo Carles, Robert Roca ont décerné à Claude Ranc la palme du roman d'espionnage, ou plus exactement les palmes d'or, puisque la récompense consiste en une médaille d'or de taille très honorable, frappée par les ateliers de la Monnaie. Minou Drouet, qui a depuis longtemps abandonné la comtesse de Ségur, fut une des premières à faire signer par l'auteur son exemplaire du roman primé, Le Carnaval des Vautours. Voici 30 ans, un coiffeur de Tarascon, M. Bonnour, devenait célèbre du jour au lendemain. C'était le premier gagnant du gros lot de la Loterie nationale. C'est donc ces 30 ans d'existence que fête la Loterie nationale par une tranche spéciale, 30 ans pendant lesquels les sphères ont fait d'autres Bonnours. 30 ans pendant lesquels chaque semaine on a vu de ces gagnants encaisser des gros lots. Mais le curieux, c'est que très peu sont connus. Difficile de localiser un de ces heureux mortels pour lesquels l'anonymat a plus de charme que la gloire. Essayez donc de confesser le voisin qui apparaît un beau jour au volant d'une belle voiture neuve. Monsieur, s'il vous plaît, je m'excuse, une question. Vous avez fait fortune? C'est pour savoir... Rien. Je sais, il a gagné la Loterie nationale. Bonnour avait claironné sa chance. Ses successeurs, presque à l'unanimité, ont gardé un visage fermé comme un coffre-fort. Modestie ou prudence? Pourtant, pendant ces 30 ans, on a vu des livrets de caisse d'épargne se gonfler d'un seul coup jusqu'au maximum. La loterie. Pourtant, des couples hier sans espérance ont soudain acquis la maison de leurs rêves. La loterie. Pourtant, des familles sans moyens se sont offert une belle voiture. La loterie. Monsieur, avez-vous déjà gagné un gros lot à la Loterie nationale? Jamais de la vie. J'ai pas de chance. Vous n'avez pas de chance? Non, jamais. Non, pas... Non. Madame, avez-vous déjà gagné un lot? Jamais. Et c'est ainsi depuis 30 ans. 30 ans qui ont vu pourtant distribuer des tonnes d'or à beaucoup de petits malins qui jouent les innocents.
Louis Lourmet, c'est le champion des hommes poissons, mais c'est aussi un monsieur qui veut la paix dans son ménage. Sa femme, Liliane Lourmet, était championne du monde de survie dans l'eau. Pour conserver sa dignité, il a voulu faire mieux qu'elle, c'est-à-dire rester plus de 30 heures au fond d'un aquarium. Cet aquarium a été installé dans un grand magasin parisien, et c'est là, devant le public, que Louis Lourmet a voulu prouver que l'homme est toujours plus fort que sa femme. Comme il trouvait le temps long, il s'est payé un peu de lecture, et pour se nourrir, il a utilisé une petite poire bourrée de viande hachée. Chaque jour, il a pu avaler ainsi 2 à 3 kilos de bœuf ou de cheval cru. Pendant les heures creuses, à l'heure de la fermeture du magasin, Louis Lourmet a tué le temps comme il a pu. Et pour meubler sa solitude, il avait un petit compagnon, bien gentil et pas très farouche, ce petit poisson, mais après des heures et des heures sous l'eau, la fatigue aidant, Louis Lourmet n'y voyait plus guère. Enfin, record battu, 31 heures sous l'eau, Liliane Lourmet est sans rancune, c'est elle qui annonce la bonne nouvelle. Et que croyez-vous qu'a fait Lourmet après sa performance? Pour se reposer, il est allé prendre un bain, chasser le naturel. On a fêté à Rome l'anniversaire de la police. Le président Séni a présidé cette manifestation à laquelle ont participé les anges de la route. 170 motards de la police ont en effet effectué des exhibitions particulièrement spectaculaires et audacieuses. Ces remarquables ballets motorisés ont enthousiasmé tous ceux qui ont assisté aux cérémonies anniversaires de la police italienne. Il a suffi d'un seul match à l'équipe de France de football, maillot foncé, culotte claire, pour se faire pardonner par son public du Parc des Princes plusieurs saisons particulièrement désastreuses. Il est vrai que pour cette équipe de France, face à la Bulgarie, c'était le match de la dernière chance, une espèce de kit ou double où se jouait le prestige du football français. Les Bulgares n'en sont pas encore revenus, ils ont trouvé en face d'eux une équipe transfigurée, rapide, incisive et même efficace. Sous la baguette magique de Duis, numéro 10, en première mi-temps, les Français ont donné une idée très flatteuse de leur football, ponctuée par un très joli but de Goujon. Deuxième mi-temps plus laborieuse après l'éclatante démonstration des 45 premières minutes, à peine les Français prennent-ils le temps de souffler un peu que les Bulgares en profitent pour égaliser. C'est la consternation dans les tribunes et du côté du banc du sélectionneur. Il joue une grosse partie après le lâchage inadmissible de Raymond Kopa. Il avait tort d'être inquiet. En un quart d'heure, l'équipe de France reprend l'avantage et lâche irrésistiblement les Bulgares. D'abord par Robert Herrmann, numéro 8, l'homme de la deuxième mi-temps qui domine partenaire et adversaire de la tête et des épaules. Et puis par Goujon qui va ajouter un troisième but de la tête, but qui qualifie la France pour les quarts de finale de la Coupe d'Europe des Nations. Cette victoire de l'équipe de France revalorise singulièrement le football français qui est peut-être reparti du bon pied. L'équipe de France trouve en tout cas qu'elle n'a sans doute pas besoin de Raymond Kopa et qu'il a eu tort de dire non au sélectionneur.